Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science éclaire vos décisions, aiguise votre esprit critique et vous guide vers la liberté financière. Je suis Landry Simo, professeur de finance au Royaume-Uni, neuroéconomiste et neuroscientifique de la décision. Aujourd'hui, nous allons aborder une idée qui pourrait bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur l'épargne et l'accumulation de richesses. On nous a toujours dit que pour être financièrement stable, il fallait épargner. C'est un conseil que, nous avons tous entendu de nos parents, de nos enseignants et même des experts financiers. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'épargner pourrait en réalité vous appauvrir? Oui, vous avez bien entendu, épargner pourrait vous maintenir dans un cycle de pauvreté relatif. Surtout si vous ne comprenez pas comment l'argent fonctionne dans l'économie moderne. Alors, aujourd'hui, nous allons remettre en question cette croyance largement répandue, selon laquelle l'épargne est la clé de la sécurité financière. Nous allons explorer pourquoi, dans le contexte économique actuel, épargner peut ne pas être aussi efficace qu'on le pense, et pourquoi investir pourrait être une meilleure stratégie pour bâtir votre richesse. Je suis convaincu qu'après cet épisode, vous regarderez l'épargne et l'investissement sous tout un autre angle. Donc, commençons par un petit retour en arrière pour comprendre pourquoi cette idée de l'épargne comme voie royale vers la richesse est si profondément ancrée dans nos esprits, et donc dans notre société. Historiquement, après la Seconde Guerre mondiale, les économies occidentales ont été marquées par une forte croissance économique et donc des taux d'intérêt relativement élevés. À cette époque, les banques ont encouragé l'ouverture de comptes d'épargne comme un moyen sûr et accessible de stocker de la richesse. Les gens déposaient leur argent à la banque et, grâce à des taux d'intérêt élevés, leur épargne croissait de manière significative. C'était une époque où épargner pouvait réellement contribuer à augmenter votre pouvoir d'achat au fil du temps. Mais nous ne vivons plus dans les années 1950 ou 1960. Quelle la palissade, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le contexte économique est radicalement différent. Les taux d'intérêt sur les comptes d'épargne sont extrêmement bas, souvent inférieurs à 1%. Pendant ce temps, l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix des biens et des services, continue d'éroder la valeur de l'argent que vous avez économisé. L'école et les experts en tout genre vous enseignent que le temps, c'est l'argent. En d'autres termes, que le temps égale argent. C'est un mensonge qui ne résiste pas à la moindre analyse rigoureuse. Imaginons un instant que vous ayez économisé 1 000 € il y a de cela 10 ans. Aujourd'hui, avec une inflation moyenne d'environ 2% par an, ces 1 000 € ont en réalité perdu 20% de leur pouvoir d'achat. En d'autres termes, vous ne pouvez plus acheter autant de biens ou de services qu'avant avec cette même somme d'argent. Donc, ce phénomène est ce qu'on appelle l'érosion de la valeur du capital par l'inflation. Vous voyez, l'inflation est un facteur clé qui rend l'épargne moins attrayante. Même si vous avez 10 000 € sur un compte d'épargne, si l'inflation est supérieure au taux d'intérêt que vous recevez, vous perdez de l'argent en termes réels. C'est une réalité que beaucoup de gens ignorent ou sous-estiment. Comme vous le voyez, le temps n'est pas égal à l'argent car il fait baisser la valeur de l'argent. Le temps est supérieur à l'argent. Le temps a plus de valeur que l'argent. Il est plus que jamais temps de s'imprégner de cette cuisante réalité. Alors, pour rendre cela encore plus concret, parlons de ce qu'on appelle le coût d'opportunité de l'épargne. Donc, le coût d'opportunité, c'est la perte potentielle de gain lorsque on choisit une option plutôt qu'une autre. Par exemple, si vous choisissez d'épargner votre argent à un taux d'intérêt de 1% par an, vous renoncez potentiellement à des rendements beaucoup plus élevés que vous pourriez obtenir en investissant cet argent dans d'autres véhicules financiers, comme le marché boursier ou même l'immobilier. Donc, si on prend un exemple simple, supposons que vous avez 10 000 €. Vous décidez de les épargner sur un compte offrant un rendement de 1% par an. Au bout de 30 ans, vous aurez environ 13 400 €. Maintenant, si vous aviez investi ces 10 000 € sur le marché boursier avec un rendement annuel moyen de 7%, vous auriez environ 75 000 €. Donc, c'est une différence colossale, n'est-ce pas? Mais cette différence, c'est ce que l'on appelle le coût d'opportunité de l'épargne. Mais pourquoi tant de gens continuent-ils à épargner au lieu d'investir? C'est là que la psychologie entre en jeu. Donc la réponse
Selon moi, on réside dans des concepts tels que la gratification différée et les biais cognitifs, des notions qui relèvent de la neuroéconomie, une discipline que j'enseigne et étudie. La gratification différée est la capacité de résister à la tentation d'une récompense immédiate dans l'espoir d'obtenir une récompense plus grande à l'avenir. C'est un principe fondamental de la prise de décision financière. Mais c'est aussi quelque chose que notre cerveau n'est pas naturellement programmé à faire. Nous avons tendance à privilégier les gains immédiats plutôt que des bénéfices futurs, même s'ils sont plus importants. Donc un phénomène que l'on appelle le biais de présent. Donc ce biais nous pousse à choisir l'option qui nous procure une satisfaction immédiate, même si cette option n'est pas la plus avantageuse, sur le long terme. Vous avez peut-être entendu parler du célèbre test du marshmallow, où des enfants devraient choisir entre manger un marshmallow immédiatement ou attendre 15 minutes pour en avoir 2. Donc, ceux qui ont pu attendre ont généralement eu de meilleurs résultats dans la vie, y compris sur le plan financier. Donc, ce test illustre parfaitement le pouvoir de la gratification différée. Alors, comment cela s'applique-t-il à nos décisions financières? Lorsque vous choisissez d'investir, vous acceptez de différer la gratification immédiate de l'argent disponible maintenant pour potentiellement avoir beaucoup plus d'argent à l'avenir. En revanche, épargner sans investir peut être une forme de gratification immédiate. Vous voyez votre argent sur votre compte, vous vous sentez en sécurité, mais cet argent ne travaille pas aussi dur pour vous qu'il devrait. Donc pour illustrer cela, je vais prendre l'exemple qui me semble le plus marquant, l'exemple d'Elon Musk. Après avoir vendu PayPal pour environ 300 millions de dollars, il aurait pu choisir de placer cet argent dans des comptes d'épargne ou des obligations sûres et de vivre une vie tranquille et confortable. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Au lieu de cela, Musk a investi 295 millions dans des entreprises très risquées, dont Tesla, SpaceX, SolarCity, à l'époque où personne ne croyait en ces projets. L'industrie automobile électrique n'était pas encore mature et SpaceX devait rivaliser avec des géants comme la NASA, qui avaient échoué à plusieurs reprises. Pourtant, Musk a choisi de différer la gratification immédiate et de prendre des risques considérables en réinvestissant massivement dans ses projets. Ce choix de différer la gratification et de prendre des risques a clairement porté ses fruits. Aujourd'hui, non seulement Tesla et SpaceX sont des succès, mais Elon Musk est devenu l'homme le plus riche au monde. Donc cet exemple montre à quel point le fait de différer la gratification immédiate et d'investir dans des projets risqués mais prometteurs peut transformer et de manière radicale votre situation financière. Mais alors, pourquoi n'enseignons-nous pas cela dans nos écoles? Pourquoi la culture de l'épargne est-elle encore si forte alors que nous savons que l'investissement, lorsqu'il est bien géré, peut être beaucoup plus profitable? Cela nous amène à une critique de l'éducation traditionnelle. L'une des grandes lacunes du système éducatif traditionnel est qu'il n'enseigne pas la gestion financière personnelle. La plupart des gens quittent l'éducation ou quittent l'école sans avoir jamais appris comment gérer leur argent, sans avoir appris comment investir ou même comprendre les bases de l'économie. Ils savent peut-être comment résoudre une équation quadratique, bien leur en face, mais ne sauraient pas vous expliquer ce que c'est qu'un taux d'intérêt composé. Donc les écoles ont tendance à promouvoir l'épargne comme une vertu absolue. Les élèves apprennent qu'il est important de mettre l'argent de côté, mais on ne leur explique pas les dangers potentiels de la dépendance excessive à l'épargne, notamment en termes d'érosion de la valeur du capital par l'inflation. Donc, il est crucial de réformer l'éducation pour inclure une formation solide en gestion financière et en investissement. Les jeunes doivent apprendre dès le plus jeune âge comment différer la gratification, comment investir intelligemment et comprendre les forces économiques qui influencent leur argent. Sans ces compétences, ils risquent de continuer à suivre des conseils financiers dépassés qui ne les aideront pas à atteindre la liberté financière qu'ils recherchent avec autant de force et de ferveur. Donc maintenant, ne vous y méprenez pas, je ne dis pas que l'épargne est mauvaise en soi et dans l'absolu. Il y a des situations où l'épargne est non seulement importante, mais cruciale. Donc, par exemple, la constitution d'un fonds d'urgence est essentielle pour se protéger contre les imprévus. Dans ce genre de fonds d'urgence vous protège en cas de dépenses imprévues ou de perte de revenus. Donc, il doit être liquide et facilement accessible. Donc, c'est pourquoi l'épargne, dans ce contexte-là, est une option non seulement acceptable,
mais souhaitable, à condition qu'elle soit calibrée de manière appropriée. De même, l'épargne est appropriée pour des objectifs financiers à court terme, où la préservation du capital est plus importante que la croissance. Si vous prévoyez d'acheter une maison dans les 2 prochaines années, épargner pour cet achat est probablement plus judicieux qu'investir dans des actions, car le marché boursier peut être volatile à court terme. Donc, cependant, pour les objectifs à long terme, la retraite ou l'accumulation de richesses, l'épargne seule n'est pas suffisante. Vous devez faire travailler votre argent pour vous. Et c'est là que l'investissement entre en jeu. J'aime à dire aux professionnels que j'enseigne que, si vous ne faites pas travailler votre argent pour vous, alors c'est vous qui travaillez pour votre banquier, ce qui est plutôt regrettable. Donc, investir dans le marché boursier, par exemple, peut offrir des rendements nettement supérieurs à ceux des comptes d'épargne. Les actions bénéficient de la capitalisation, ce qui signifie que vos gains génèrent eux-mêmes des gains. Et cet effet boule de neige peut considérablement augmenter la valeur de votre investissement au fil du temps. Donc, prenons un exemple simple. Si vous investissez 10 000 euros dans le marché boursier avec un rendement annuel moyen de 7%, après 30 ans, vous aurez environ 76 000 euros. Donc, c'est la magie de la capitalisation. Donc, en revanche, si vous aviez épargné cet argent à un taux d'intérêt de, 1% par an, vous n'auriez que 13 000 euros après 30 ans. Donc, la différence est significative. Et cela illustre pourquoi l'investissement peut être beaucoup plus rentable que l'épargne sur le long terme. Donc, si vous êtes très averse au risque boursier, vous pouvez investir dans ce qu'on appelle en finance les blue chips. Donc, une blue chip est le surnom donné aux entreprises cotées en bourse que l'on estime être en excellente santé financière et fermement ancrées comme chef de file dans leur domaine. Donc, même les blue chips qui ont des niveaux de risque ridiculement bas offrent des rendements beaucoup plus intéressants que ceux des comptes d'épargne. Donc, il est intéressant de le savoir. Donc, l'immobilier est une autre stratégie éprouvée pour créer de la richesse. L'achat de biens immobiliers peut générer des revenus passifs sous forme de loyer, tout en offrant un potentiel d'appréciation à long terme. Donc, l'immobilier également, donc un actif tangible, ce qui le rend attrayant pour ceux qui préfèrent des investissements plus concrets que des actions qui sont immatérielles. Vous pouvez également créer une entreprise ou développer une activité parallèle à votre emploi principal. Cela peut offrir des retours sur investissement bien supérieurs à ceux de l'épargne traditionnelle. L'entrepreneuriat comporte certes des risques, mais il peut également offrir des récompenses considérables, surtout si vous réussissez à construire une entreprise prospère. Bon, c'est un autre domaine où Elon Musk excelle en investissant non seulement son argent, mais aussi son temps et son énergie dans ses entreprises. Donc enfin, la diversification de vos investissements est clé pour réduire les risques tout en maximisant les rendements potentiels. Donc, investir dans une variété d'actifs protège votre portefeuille des fluctuations du marché et vous offre plusieurs sources de revenus. Donc, l'important est de trouver un équilibre entre épargne et investissement. La clé est de maintenir un fonds d'urgence pour les imprévus tout en dirigeant les fonds supplémentaires vers des investissements qui peuvent faire croître votre patrimoine sur le long terme. Donc, une stratégie d'investissement courante appelée dollar cost averaging consiste à investir régulièrement un montant fixe d'argent dans un actif. Donc, cela vous permet de lisser les fluctuations du marché car vous achetez à la fois lorsque les prix sont bas et lorsqu'ils sont élevés. Donc, cette approche est particulièrement utile pour les investisseurs novices qui s'inquiètent de la volatilité des marchés boursiers. Donc, aujourd'hui, nous avons exploré pourquoi épargner seul pourrait ne pas être suffisant pour bâtir votre richesse, surtout dans l'environnement économique actuel. Nous avons discuté du rôle de l'inflation, du coût d'opportunité de l'épargne et du pouvoir de la gratification différée. Nous avons également examiné des stratégies alternatives pour construire la richesse, comme l'investissement en bourse, l'immobilier et l'entrepreneuriat pour les plus courageux. Donc, je vous encourage à réévaluer votre stratégie financière actuelle. Il est peut-être temps de faire travailler votre argent pour vous en explorant des options d'investissement qui vous conviennent. N'oubliez pas que dans l'économie d'aujourd'hui, épargner ne suffit plus. Pour véritablement bâtir votre richesse, vous devez apprendre à investir, à différer la gratification et à prendre des décisions financières éclairées.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. Si vous avez trouvé cette discussion utile, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode avec vos amis, avec vos proches. Donc, laissez-moi également vos commentaires et dites-moi ce que vous aimeriez découvrir dans les prochains épisodes. Et surtout, souvenez-vous, la science peut guider vos décisions financières vers une liberté véritable. Donc, comme à l'accoutumée, souvenez-vous, la connaissance, c'est le pouvoir. Mais la sagesse, c'est de savoir comment l'utiliser. Donc, vous avez désormais la connaissance, il ne vous reste plus qu'à être sage. Donc, merci de votre curiosité scientifique et vivement que la science illumine vos décisions.